Bonjour à tous. Eh bien, nous allons redémarrer cette nouvelle session qui se fait dans le cadre des sessions de la FFER. On est ravis de vous accueillir ici à Paris, on va dire enfin, dans des conditions normales, on va dire. Et donc, sans tarder, on va démarrer le premier topo. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Chadi Yazbek, qui est gynécologue obstétricien et qui pratique dans le centre d'AMP de Chereste et qui va nous parler de l'infertilité idiopathique, de l'actualité du bilan, de la stratégie en insémination intra-utérine ou en fécondation in vitro. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs pour cette session. On va inviter pour parler de l'infertilité idiopathique, de vous donner quelques actualités, mais surtout de discuter un peu des stratégies thérapeutiques qui ne sont pas toujours évidentes. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulièrement avec le sujet de cette présentation. D'abord, concernant les définitions, le terme d'infertilité représente plutôt un terme pronostic que diagnostique. Et l'infertilité dite idiopathique ou inexpliquée représente 10 à 15% des couples infertiles qui se présentent pour infertilité globalement. Et c'est inévitablement un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire lorsqu'on fait toutes les explorations nécessaires qui ne montrent pas de pathologie particulière. Et donc l'étendue des tests effectués va conditionner forcément la prévalence de cette infertilité. Donc plus on fait des tests, moins il y aura d'infertilité idiopathique. Plus on pousse les tests, et moins il y aura aussi d'infertilité idiopathique. Alors, le dilemme sera aussi le dilemme des seuils. C'est-à-dire, quel test on va considérer normal, quel autre test on va considérer comme pathologique. Est-ce qu'un sperme présentant une tératospermie légère va être impactant au niveau pronostic sur la grossesse naturelle ou pas? Est-ce qu'une trompe qui est peu perméable par rapport à la trompe contralatérale va aussi conditionner un état d'infertilité ou pas? Et est-ce qu'il y a une endométriose méconnue, stade 1, qui peut être aussi la cause? Alors, bien sûr, plus on va monter le seuil et plus aussi on va avoir des diagnostics plus ou moins importants d'infertilité idiopathique. Alors, quand faut-il agir? On a deux facteurs principaux, c'est l'âge de la femme et la durée d'exposition au sperme. Donc, la relation entre la durée et l'exposition à la grossesse, ce qu'on appelle un temps d'essai, va être prédéterminant pour agir, pour donner une action. Et plus, je n'ai pas de pointeur, je pense. Plus on a, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Le niveau d'action est là, et donc sur le côté droit de la courbe, on va agir plus vite, et c'est à ce niveau-là. Donc, en fonction de l'âge, plus l'âge de la patiente est élevé, plus le délai d'exposition va être raccourci, et l'action, le début des bilans va être plus rapide. Plus on a une femme plus jeune, donc, et là, on a le délai qui peut être prolongé. Alors, dans la définition de l'infertilité, c'est une maladie qui était définie comme incapacité d'obtenir une grossesse évolutive après 12 mois de rapports sexuels réguliers non protégés. Mais on va voir que ce délai de 12 mois va être impacté aussi par l'âge de la femme, parce que le délai optimal pour démarrer le bilan d'infertilité, notamment chez des femmes qui ont plus de 35 ans, ou des femmes chez qui ou des couples chez qui on va suspecter un risque d'infertilité, que ce soit par des pathologies spermatiques minimes ou une maladie utérine, tubaire ou péritonéale, ou une suspicion d'endométriose ou une hypofertilité masculine connue, soupçonnée. Donc dans tous ces cas-là, le délai de 12 mois ne va pas être respecté et on va raccourcir le délai, surtout
lorsque la patiente a plus de 35 ans, on va être obligé de commencer les bilans à 6 mois. Donc la définition en soi va être impactée. Et l'évaluation, bien sûr, des deux partenaires devrait commencer en même temps. Alors, si on prend le problème à l'envers, quelles sont les chances ou les risques d'être infertile? Donc là aussi, l'âge est impactant chez la femme. Et après 12 mois d'exposition, donc plus la femme est âgée, plus on a un risque de non-grossesse, qui peut arriver jusqu'à 41% lorsqu'on a dépassé 35 ans. Alors, quel bilan proposer? Je ne vais pas m'attarder trop sur les bilans parce qu'il y a les recommandations du collège très récentes qui vont être très discutées. Donc, en première intention, c'est le bilan de réserve ovarienne, bien évidemment, y compris l'AMH. L'échographie tridimensionnelle prend de plus en plus de valeur et elle va être vraiment recommandée en première intention. Concernant les trompes, on va étudier, classiquement, on étudie par hystérosalpingographie, mais également on peut substituer par hystérosonosalpingographie de contraste ou par gel, foam, et un spermogramme avec spermoculture. Donc ça reste dans les recommandations de première intention dans le bilan. Alors bien évidemment, il faut conditionner ces bilans-là. S'ils sont négatifs, on peut être plutôt dans ce diagnostic d'infertilité idiopathique. Et en cas de suspicion de pathologie, donc là, on peut aller vers des examens secondaires, y compris l'hystéroscopie diagnostique, l'IRM pelvienne, voire la célioscopie diagnostique ou d'autres examens plus poussés de deuxième ou de troisième intention. Alors, petite parenthèse, il y a des causes systémiques aussi possibles d'infertilité inexpliquée, d'où l'auto-immunité, les problèmes de polymorphisme des gènes de thrombophilie ou le stress oxydatif. Mais là aussi, il n'y a pas d'indication au dépistage préalable de routine dans l'infertilité inexpliquée. Plus on va pousser dans les examens et plus on va découvrir potentiellement des causes donc, de cette infertilité. Alors, la stratégie thérapeutique maintenant, est-ce que la stimulation ovarienne ou la FIV ou l'insémination va augmenter les chances de naissance vivante? Là, il s'agit de comparer deux stratégies. Stratégie expectative, donc ne rien faire devant ce cas-là, versus insémination ou FIV. Dans les schémas de modélisation, là je présente un, mais il y en a 3 ou 4 de modélisation. Il y a différents types de situations et on va évaluer les patients selon le pronostic de fertilité naturelle. Au bout de 6 mois, au bout de 6 cycles. On a un cas A, cas B et cas C. Dans la patiente A, donc le pronostic est bon, est supérieur à 25%. Dans le cas B, le pronostic est intermédiaire, donc de 20%. Et dans la situation de la patiente C, le pronostic est plutôt inférieur à 15%. Et donc là, effectivement, si on compare les stratégies d'expectative versus insémination, chez la patiente A, on n'a pas de différence significative dans les deux stratégies de prise en charge. Si on compare dans la situation intermédiaire, on sent que les courbes commencent à se différer, mais on reste dans une situation qui n'est pas significative. Mais lorsque on est dans une situation de pronostic faible de fertilité naturelle, là, effectivement, l'expectative n'est pas une option, puisqu'on a une différence significative avec la stratégie active de stimuler ou faire des inséminations. Alors, là aussi, même chose, des patients de bon pronostic, donc supérieurs à 30%. Des études montrent effectivement que expectative versus insémination, globalement, il n'y a pas de différence dans la prise en charge initiale et les courbes se superposent, même en incluant dans le deuxième cas aussi une stratégie d'insémination suivie de FIV. Sauf que l'expectative, c'est très bien, mais un tiers des couples refusent l'expectative. Il faut agir. Et c'est la patiente qui pousse, le couple qui va pousser vers ça. Il va nous demander qu'il faut faire. Et donc, ça va nous pousser globalement à agir d'une manière ou d'une autre, donc vers des stratégies de traitement. Alors, les traitements, c'est les inséminations intra-utérines, qui est la première ligne de traitement dans ce cadre-là. Mais est-ce qu'on fait beaucoup d'inséminations en France ou pas? Donc, effectivement, l'activité d'AMP en France est assez importante. On fait 50 000 cycles d'insémination par an.
Donc ça, c'est les données 2019. Alors, entre 2014 et 2018, on voit qu'il y a une baisse relative des cycles d'insémination, mais ça reste une activité très importante. Qu'en est-il par rapport à l'Europe? Donc, la France reste la championne d'Europe en termes de cycles d'insémination. Mais est-ce que tous ces cycles sont vraiment justifiés ou pas? Alors, on peut se demander, vu qu'on fait beaucoup d'insémination, c'est qu'on a peut-être plus de résultats. Alors, globalement, les résultats de la France sont un peu dans la moyenne européenne. Donc, effectivement, avec un taux d'accouchement qui est à 8,5%, ça n'a pas beaucoup bougé. Et on est autour de 10 en France. Donc, ce n'est pas non plus une situation où on peut dire que l'insémination va nous donner des chances très importantes de naissance. Et donc là, effectivement, avec le rapport de l'agence de biomédecine, on voit que les inséminations restent quand même le traitement qui donne le moins de naissances vivantes par rapport aux autres techniques que nous avons. Et on peut se demander pourquoi. Et je pense qu'une des raisons, une des réponses va être cette surindication des inséminations, potentiellement dans des situations où, effectivement, peut-être les inséminations ne vont pas donner de réels résultats. Alors, l'âge de la femme est très important. On voit bien que, au-delà d'un certain âge, notamment donc là dans cette étude, à partir de 39 ans et plus de 40 ans, il y a une baisse significative importante des chances de grossesse et de naissance par insémination. Ceci rejoint un peu les résultats de l'agence de biomédecine, puisque effectivement, c'est le seul facteur prédictif de taux d'accouchement qui a été étudié par l'agence de biomédecine, qui montre qu'au-delà d'un certain âge, on a une baisse significative des taux de grossesse qui est plus importante, notamment au-delà de 43 ans. Entre parenthèses, la loi de bioéthique vient d'autoriser les inséminations entre 43 et 45. Alors, infertilité idiopathique et insémination, est-ce que la stratégie va être insémination puis FIV ou faire plus rapidement? Donc là, c'est un essai clinique randomisé qui va comparer en fait deux stratégies de traitement. La stratégie conventionnelle, c'est de faire 3 cycles insémination clomide, 3 cycles FSH insémination, donc 6 cycles d'insémination puis passer en FIV. Et le deuxième, c'est la prise en charge plus rapide, c'est 3 cycles d'insémination puis FIV. Et là, on voit effectivement qu'il y a probablement un intérêt sur le court terme de passer par la voie accélérée, mais au long terme, au-delà de 12 mois, on voit que les deux courbes se rejoignent. Donc, il y a quand même, le délai à obtenir la grossesse va être prolongé par l'attitude conventionnelle, et le fait d'accélérer par la stratégie 3 inséminations FIV peut accélérer l'obtention de grossesse. Méta-analyse, infertilité idiopathique et insémination, beaucoup d'études qui ont été des essais qui ont été inclus, avec le taux de naissance vivante comme variable principale. Donc, insémination versus expectative, que ce soit dans les cycles naturels ou dans les cycles stimulés, il n'y a pas d'évidence d'une différence importante entre les deux groupes si on fait un cumul sur les naissances. Comme j'ai dit, ce qui va être différent, ça va être le temps d'obtention de la grossesse. Alors, selon l'indication, on voit que l'infertilité idiopathique est une des indications préliminaires et qui donne le plus de résultats en insémination. Alors, les paramètres spermatiques ont aussi un effet. Donc, les seuils de la littérature, il y en a beaucoup. Je vais m'attarder juste sur le nombre de spermatozoïdes inséminés, qui reste un facteur déterminant dans le pronostic d'obtention de grossesse par insémination. Et c'est quelque chose, c'est un paramètre sur lequel il faut vraiment insister. On sait que le cut-off va être plutôt dans les 5 millions. Et plus on a de spermatozoïdes mobiles inséminables, plus les chances de grossesse en insémination vont augmenter. Alors, il y a une spécificité élevée et ça va prédire aussi les échecs
si on a un nombre de spermatozoïdes inférieur à 5 millions. Là, on voit un peu dans cette étude qui est bien faite un niveau, donc un odds ratio qui monte progressivement avec le nombre de spermatozoïdes inséminés. À partir d'un cut-off autour de 9-10 millions, cette augmentation des chances de grossesse va stagner. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a tendance à mettre un cut-off à 5 millions, et puis au-delà de 10, on pense qu'on n'a pas d'intérêt à aller au-delà en nombre de spermatozoïdes inséminables. Et l'étude de 2019 a montré exactement ça. Il semblerait quand même que le nombre de spermatozoïdes donc, soit corrélé au taux de grossesse tant qu'il est inférieur à 9 millions. Et donc, lorsqu'il est supérieur à 9 millions, comme j'ai dit, ça va stagner. Alors, nous avons fait une étude rapide sur Cherest, sur les inséminations, en tenant compte un peu de tous ces facteurs dont on a discuté, l'âge de la patiente, le nombre de tentatives, le nombre de spermatozoïdes inséminés, supérieur à 5 millions, et les cycles stimulés plutôt que cycles naturels. Et donc, on a sélectionné deux groupes. Un groupe qui était vraiment sélectionné sur critères principaux, donc 154 cycles, où les critères sont réunis. Donc, des patientes de moins de 40 ans, avec moins de 3 tentatives, avec un vrai nombre de spermatozoïdes inséminés supérieur à 5 millions, sur des cycles stimulés, des indications principalement idiopathiques. Et un autre groupe qui n'est pas sélectionné du tout, donc là, c'est la population 18-45 ans, donc tout âge confondu, sans prise en compte de ces sélections-là. Et donc, en termes de taux de grossesse et taux de naissance vivante, on voit effectivement qu'on rattrape les taux de naissance vivante de la FIV du moment où on sélectionne bien nos patientes, c'est-à-dire prendre en compte ces facteurs pronostiques dont on a parlé. Alors, insémination au FIV, là, il faut tenir compte de l'efficacité. Là, on parle, si on fait stratégie insémination au FIV d'emblée, les taux de grossesse multiples, les complications et, bien sûr, les essais randomisés qui sont déjà faits dans ce sens. Alors, la méta-analyse de Nandi montre qu'on a quand même une différence, une tendance à une différence significative en faveur des FIV, mais cette tendance n'est pas complètement significative puisque l'odds ratio est à 1. Donc, on est vraiment limite en termes de taux de naissance vivante. Et donc, lorsqu'on a un faible pronostic insémination FIV, on voit bien que les courbes se superposent globalement. Donc, par rapport, bien sûr, si on prend la courbe d'en bas, c'est la courbe la courbe d'expectative qu'on avait vue précédemment. Donc ça, c'est la courbe d'expectative, et là, c'est les courbes d'action. Donc finalement, il faut faire quelque chose, bien sûr. Alors, insémination au FIV, ça va dépendre de facteurs supplémentaires, notamment l'âge de la femme. Donc, une patiente qui a 38-42 ans, là, effectivement, le fait de passer en FIV d'emblée va augmenter les chances d'obtention de grossesse. Donc, 84% des naissances proviennent de la FIV, plutôt. Le bras FIV donne 36% moins de cycles de traitement, puisqu'on va direct vers la FIV, on ne va pas s'attarder à faire des inséminations avant. Et les délais de conception donc, vont être raccourcis en FIV, puisqu'on va obtenir cette grossesse à 8 mois, alors que si on fait des inséminations préalables, on va passer à 12 mois. Au niveau financier aussi, le coût est plus faible si on fait une stratégie FIV d'emblée. Donc chez ces patientes-là, et notamment au-delà de 40 ans, les recommandations vont dans le sens d'aller plutôt vers une FIV. Et si on veut faire une insémination, ne pas dépasser un cycle d'insémination seulement. Est-ce qu'il y a intérêt de faire une celluliochirurgie intermédiaire? Il est possible de réaliser cette celluliochirurgie intermédiaire. Je vais y revenir dans les recommandations finales. La possibilité de cette intervention va augmenter nos chances de fertilité naturelle, notamment chez les patientes jeunes, et donc va permettre de diagnostiquer une endométriose, des adhérences et de faire les traitements respectifs. Alors, insémination, celluliochirurgie, femme jeune, bonne réserve ovarienne, suspicion de pathologie tubaire ou endométriosique, et en cas de résistance au traitement
par exemple dans des cas de syndrome des ovaires polykystiques, et si la FIV n'est pas souhaitée ou contre-indiquée. Alors, concernant la prise en charge initiale de l'infertilité, si on reprend les recommandations du collège, il n'est pas recommandé dans les infertilités idiopathiques de proposer une stimulation par citrate de clomifène, par létrozole ou par gonadotrophine en vue de rapports programmés. Par contre, il est recommandé de proposer des inséminations plutôt que l'expectative et que des rapports programmés en cycle stimulé. Alors, il est recommandé aussi de proposer la pratique d'insémination plutôt en stimulé qu'en naturel, mais ça c'est connu déjà à l'avance, donc les inséminations sont plus favorables en cycle stimulé, et il est recommandé de proposer une stimulation avec insémination en respectant des critères d'annulation stricte en cas de réponse excessive. Ce sont les recommandations très récentes donc, du collège. Concernant la chirurgie, comme je l'avais dit, il faut la proposer plutôt dans les situations de bon pronostic de femmes jeunes. Donc là, le collège aussi insiste sur ça. Donc chez une femme de moins de 30 ans, si un essai de grossesse spontanée est envisagé, on peut logiquement proposer, pourquoi pas, de réaliser un test diagnostique, une célioscopie diagnostique, avant d'aller vers des traitements d'assistance médicale à la procréation. On va y revenir aussi sur une petite nuance sur les inséminations. Il n'existe pas donc de données dans la littérature pour recommander ou non une célioscopie diagnostique avant AMP. Alors bien sûr, fertiloscopie peut être faite dans les équipes qui font de la fertiloscopie, avec l'effet fertiloscopie qui est un peu moins de visibilité au niveau du pelvis que la célioscopie. Mais actuellement, avec les microcélioscopies, on arrive à avoir une visibilité complète avec des situations d'opération en ambulatoire, avec une sortie de la patiente en demi-journée, sans problème, comme la fertiloscopie. Alors, si on veut prendre en considération toutes ces informations, on pense qu'on fait trop d'insémination en France, peut-être par surindication, et que l'insémination n'est pas une obligation dans le parcours du couple, notamment dans les situations d'infertilité idiopathique. Ce sont les meilleures indications des inséminations, certes, mais il faut savoir s'arrêter si au bout de 3, par exemple, cycles d'insémination, on n'arrive pas à obtenir une grossesse. Il faut refaire une évaluation. Cette réévaluation va être clinique ou chirurgicale, comme j'ai dit, en fonction de l'âge de la patiente, de la réserve, des différents pronostics, et d'orienter le traitement en fonction. Alors, le traitement peut être une celliochirurgie de complémentaire, puis continuer la stratégie, ou bien d'aller directement en FIV. Et bien sûr, avec la petite parenthèse sur les patientes plus âgées, où on a une faible réserve ovarienne, où là, il faut effectivement tenir compte de cet aspect-là et peut-être aller d'emblée vers une FIV ou au maximum faire un seul cycle d'insémination. Donc voilà un peu le schéma de la stratégie qu'on propose actuellement et qui est aussi qui prend en compte tout ce qu'on avait discuté avec les recommandations récentes du Collège de gynéco-obstétrique, et je vous remercie. Merci Shadi pour ce topo très, très synthétique et je pense très, très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christine. Merci Shadi, c'était vraiment un topo très intéressant qui, moi, me pose deux questions. À l'heure où on va vraiment incrémenter notre nombre d'inséminations de par la loi de bioéthique, je crois que chaque centre se repose la question de est-ce qu'on ne fait pas trop d'inséminations, comment on va réguler un peu tout ça. Et à l'heure de la grande impatience des couples, quand même, tu l'as suggéré, et du time to pregnancy, même si tes courbes se rejoignent après 12 mois d'insémination consécutive, moi je me mets à la place de la patiente, 12 mois d'insémination, je trouve ça épuisant. Enfin, honnêtement, ça pourrait faire rompre n'importe quel couple. Et d'un point de vue médico-économique, les pays nordiques l'ont montré, ça coûte plus cher les inséminations qu'une bonne FIV, qui va peut-être te permettre d'avoir 2 blastos congelés et qui fera peut-être la famille entière. Enfin, j'ai pas d'opinion tranchée, mais à l'heure du time to pregnancy, de l'impatience des couples, des difficultés logistiques de faire des inséminations cycle après cycle, comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça ? Je vais même aller plus loin. Les NICE Guidelines du Royaume-Uni vont dans le sens d'une expectative de 2 ans.
avant de faire quoi que ce soit. Et donc, ça n'a pas été pris en compte par les médecins là-bas, parce que finalement, ils ont changé un peu leur stratégie. Et comme tu le dis, c'est que cette attente d'une grossesse, et comme on l'a vu, un tiers des couples vont refuser cette expectative. Et on va être obligé automatiquement d'aller plus vite. Et je pense que les 6 cycles, c'est un peu trop. Nous sommes un peu dans une stratégie actuelle de faire que 3 cycles. Et 3 cycles, si vraiment les conditions sont bonnes, comme je vous ai montré sur l'étude de Cherest, c'est-à-dire les patientes sélectionnées. Si on n'est pas dans une situation de bon pronostic, là, on va d'emblée vers une stratégie plus forte. Oui. Je donne la parole tout de suite à Jacques. Je veux juste rebondir là-dessus. La NICE, effectivement, est revenue très en arrière, en fait, et a préconisé l'expectative, à nouveau des inséminations, là où il préconisait un peu la FIV. Je crois que la grande différence dans ces pays-là, c'est que c'est la prise en charge. Oui. C'est que chez nous, c'est pris en charge globalement. Dans les autres pays, ça coûte énormément d'argent. Donc, il y a des... Quand on compare notre activité avec les autres pays, il faut qu'on ait bien à l'esprit qu'on a une grande différence par rapport à la majorité des prises en charge. Jacques. Oui, merci Shadi. Pour rebondir un peu sur le fait qu'on fait peut-être trop de FIV en France, trop d'insémination en France, quand je regarde les résultats très régulièrement de la France par rapport à d'autres pays, la France était plutôt relativement en bas. Et il y a une hypothèse que j'élabore un peu, même s'il y a un certain nombre d'hypothèses autres aussi, c'est que les pays dans lesquels on fait beaucoup d'insémination par rapport aux FIV ont en moyenne des résultats plus bas en FIV que les autres. Et donc ça va un peu dans le sens de que peut-être on retarde trop dans ce cas-là l'arrivée à la FIV. Ça rejoint un peu le fait de sélectionner les bonnes patientes pour l'insémination. Donc plus on sélectionne, plus on a des résultats. On voit bien que ça monte automatiquement. Il n'y a pas de raison que l'insémination donne moins de résultats qu'une FIV, à condition d'avoir la bonne indication. Oui, et puis si on sélectionne justement, si on fait beaucoup d'insémination, donc on sélectionne à la FIV des couples moins fertiles, on va peut-être aussi avoir de moins bons résultats. Au final. Bien. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Bien, donc, oui, madame. Merci. Je voulais savoir, vous avez dit que l'AMH était un bilan de première intention, quel que soit l'âge de la patiente, ou c'est plutôt pour les patientes un peu plus âgées? C'est une très bonne question. Ça a été très discuté. Je pense qu'il y aura des topos là-dessus dans les recommandations du collège. L'AMH elle va conditionner un peu notre pronostic en assistance médicale à la procréation. Donc, il ne faut pas la doser chez une femme jeune pour définir la grossesse naturelle ou pas. Donc là, c'est vrai, il faut faire un peu la part des choses de ce que l'AMH peut nous donner comme pronostic. Et donc, actuellement, on la réserve plus dans le cadre d'une prise en charge en assistance médicale à la procréation, à l'heure actuelle. Bien. Eh bien, donc, nous allons conclure cette première session. Merci Shadi. Donc, on va évoquer un deuxième sujet qui est aussi un sujet de beaucoup d'interrogations. Et donc, on va parler de la prise en charge des fausses couches à répétition. Donc, cette présentation va être faite par le docteur Blanchard Zwierczkowski, si je ne m'écorche pas ton nom, excuse-moi, donc qui est gynécologue obstétricien au CHU de Poissy. Et donc, tu as la parole pour 20 minutes. Merci. Donc, tout d'abord, je remercie les organisateurs pour l'invitation, ainsi que le docteur Maud Pastier pour l'aide à l'élaboration de ce topo. Donc, nous allons aborder la thématique des fausses couches à répétition, les recommandations pour le bilan et la prise en charge, ainsi que la place de l'AMP. Alors, la thématique des fausses couches à répétition n'est pas évidente à aborder, d'une part parce que la définition est variable selon les sociétés savantes. Et la question principale réside dans le fait de savoir est-ce qu'il faut faire un bilan et traiter au bout de 3 fausses couches. D'autre part, les données de la littérature ont parfois des niveaux de preuve faibles avec des faibles effectifs, même si cela concerne environ 1 à 5% des femmes en âge de procréer. Donc, comme vous pouvez le voir, la définition est variable en fonction donc, du nombre de fausses couches, 2 ou 3, du caractère consécutif ou non,
du terme de la grossesse, 24, 14, 10 SA, et puis de la confirmation de la grossesse, que ce soit par des tests de bêta-HCG plasmatique, urinaire ou confirmation échographique. Donc, quoi qu'il en soit, il importe de structurer la prise en charge, d'accueillir les couples dans des équipes dédiées, avec un temps d'écoute suffisamment important, notamment lors de la première consultation, pour pouvoir repérer les facteurs de risque, les sensibiliser, les prévenir, rechercher les étiologies et savoir informer sur les investigations à réaliser. Et c'est important en amont déjà de prévenir parfois les couples qu'on n'a pas forcément de thérapeutique à proposer, ce qui peut déstabiliser à la fois les couples et les médecins. Donc en ce qui concerne les facteurs de risque, il y a d'une part, comme on l'a vu un petit peu dans le topo précédemment, un facteur de risque non modifiable avec l'âge maternel, parce que le risque de fausse couche augmente avec l'âge maternel. Il est plus faible entre 20 et 35 ans, et puis il augmente de façon importante et rapide après 40 ans. En ce qui concerne les facteurs de risque non modifiables, le stress peut être associé à des fausses couches répétées, mais sans preuve qu'il en soit responsable à lui seul. En ce qui concerne les toxiques comme le tabac, bien sûr le tabagisme du couple diminue les chances de naissance vivante. Et en ce qui concerne l'obésité ou inversement l'insuffisance pondérale maternelle, ça a un impact négatif sur les chances de naissance vivante. Et puis il y a également une consommation excessive d'alcool du couple qui peut être un facteur de risque de fausse couche récurrent. Donc il faut savoir jouer sur ces facteurs de risque qui sont modifiables. C'est important d'informer les couples du pronostic et qu'il y a l'âge maternel et le nombre de fausses couches antérieures qui sont les seuls facteurs de risque finalement constants pour la prochaine grossesse. Donc on voit que plus la patiente est jeune et moins elle a eu de fausses couches répétées, plus sa chance de succès d'avoir une naissance vivante à la prochaine grossesse est augmentée par rapport à une femme plus âgée et avec plus de fausses couches à répétition. Donc en ce qui concerne les étiologies, à peu près 50% d'entre elles sont bien connues, avec principalement des causes endocriniennes et métaboliques, auto-immunes, des anomalies morphologiques, anatomiques, des pathologies chromosomiques parentales et des infections. Et puis encore à peu près une cinquantaine de pourcentages d'étiologies idiopathiques qui peuvent être assez variées. Donc on va voir un petit peu quelle investigation proposer aux couples qui présentent des fausses couches à répétition. Donc en ce qui concerne le bilan génétique, les Schreurs ne recommandent pas en routine de réaliser un karyotype parental, mais il peut être proposé après une évaluation individuelle du risque. Et en ce qui concerne le karyotype du produit de fausse couche, il n'est pas recommandé non plus en routine, mais peut être proposé à des fins explicatives. Et si on le réalise, il est plutôt recommandé de réaliser une CGH arrêt. Le CNGOF, quant à lui, recommande plutôt la réalisation de ces examens de par les anomalies, en tout cas la prévalence connue des anomalies chromosomiques parentales de l'ordre de 2 à 5%, avec principalement des translocations, et puis la connaissance d'anomalies d'aneuploïdie embryonnaire retrouvées de façon importante dans les fausses couches à répétition. Et donc du coup, si on a réalisé un karyotype, que ce soit parental ou fœtal, et qu'il est anormal, il est important d'orienter les couples afin qu'ils aient un conseil génétique pour savoir quel est le lien de cette anomalie avec la survenue des fausses couches à répétition et éventuellement le risque de transmission à l'enfant à naître. Et donc dans certaines circonstances, on peut être amené à adresser un couple en assistance médicale à la procréation avec réalisation d'un diagnostic préimplantatoire si possible. Donc en ce qui concerne le bilan de thrombophilie héréditaire, les sociétés ne recommandent pas un dépistage de la thrombophilie héréditaire, sauf dans le cadre de la recherche
ou chez les femmes qui présentent des facteurs de risque supplémentaires de thrombophilie avec des antécédents de maladies thromboemboliques veineuses personnelles ou familiales. Et les associations sont encore assez controversées. Donc pour la prise en charge, c'est finalement assez similaire dans le sens où la prophylaxie antithrombotique n'est pas recommandée en dehors de la recherche ou de la prévention des maladies thromboemboliques veineuses. Et il y a une méta-analyse qui ne retrouvait pas d'impact de la prévention du traitement par HBPM sur la survenue de fausses couches à répétition chez les patientes qui avaient une thrombophilie héréditaire. Donc, en ce qui concerne les thrombophilies acquises, donc là, on recommande de rechercher les anticorps antiphospholipides, anticardiolipides et les anti-bêta-2 GP1, donc après 2 fausses couches spontanées. Par contre, en ce qui concerne la prise en charge, on va la recommander, en tout cas pour les CHREU, à partir de 3 fausses couches, en proposant donc de l'aspirine avant la conception et en ajoutant de l'HBPM à dose prophylactique dès que le test de grossesse est positif. Et donc du coup, si on fait le bilan à 2 fausses couches, que peut-on proposer chez ces patientes? Un traitement anticoagulant, plutôt dans le cadre d'un contexte de recherche. En ce qui concerne l'homocystéine, le bilan n'est pas recommandé par les CHREU, mais l'est par le CNGOF. Les données sont assez encore controversées. On sait bien que l'hyperhomocystéinémie est plus fréquente chez les patientes qui présentent des fausses couches à répétition, comme on le retrouve dans une méta-analyse récente de Lee en 2021. Et en ce qui concerne la mutation de MTHFR, elle n'est pas également recommandée. En ce qui concerne le bilan immunologique, donc il n'y a pas de biomarqueur immunologique en dehors du syndrome des antiphospholipides, donc il n'est pas recommandé de rechercher des anticorps anti-HLA, anti-HY, des cytokines, les natural killers, que ce soit par prise de sang ou biopsie de l'endomètre. Il n'y a pas encore assez de preuves et d'études contrôlées randomisées. Et par contre, on va rechercher les anticorps antinucléaires. En ce qui concerne le bilan endocrinologique et métabolique, donc là, les CHREU se limitent à la TSH et à l'anticorps anti-TPO. Et ils ne recommandent pas de rechercher, de doser la prolactine quand on a des cycles réguliers, qu'on n'a pas de signes cliniques. Ils ne recommandent pas de faire un bilan de réserve ovarienne, de rechercher les androgènes, une insuffisance lutéale ou de doser la vitamine D. Parce qu'il n'y a pas d'association encore scientifiquement prouvée, même si on sait que dans une étude, la carence en vitamine D est un peu plus élevée chez les patients qui présentent des fausses couches à répétition. Le CNGOF, quant à lui, recommande des examens un peu plus supplémentaires avec la glycémie à jeun et éventuellement l'hémoglobine glyquée, la prolactine et puis le bilan de réserve ovarienne avec le CFA et l'AMH. Et on recherche aussi s'il y a une carence en vitamine B9 et B12. Donc en ce qui concerne le traitement, on va recommander une supplémentation en hormones thyroïdiennes en cas d'hypothyroïdie ou d'hypothyroïdie infraclinique, avec un objectif qui a quand même changé ces dernières années avec une TSH inférieure à 4. Et par contre, on ne recommande pas, si la patiente est en euthyroïdie de traitement, même si elle présente des anticorps positifs. Alors que le CNGOF le préconise. Les données, pourquoi les CHREU ne le recommandent pas? Parce que les données sont encore, ne montrent pas en fait d'augmentation des taux de naissance vivante en cas de traitement lorsque les patientes sont en euthyroïdie avec des anticorps positifs, même si une étude récente commence à montrer un intérêt. Mais il faut d'autres études. Donc en ce qui concerne l'hyperprolactinémie isolée, on va traiter par bromocriptine. Et il n'y a pas assez de preuves pour donner de la progestérone, de l'HCG ou de la metformine aux patientes qui présentent des fausses couches à répétition.
L'ECHRE recommande de supplémenter en vitamine D les femmes enceintes, indépendamment des fausses couches à répétition. Et puis, comme dans le cas du CNGOF, on va rechercher une carence en vitamine B9 ou B12. Si on a un déficit, on va traiter les patientes et pendant leur grossesse. Donc, en ce qui concerne le bilan anatomique, on va évaluer l'intégrité de la cavité utérine. Et donc, cela passe par la réalisation d'une échographie 3D pour rechercher notamment des utérus cloisonnés, bicornes ou autres anomalies. Et l'hystérosono est plus efficace que l'hystérosalpingographie pour le diagnostic des malformations. Et l'IRM n'est pas réalisé en première intention pour dépister ces pathologies. Le CNGOF rajoute l'hystéroscopie pour le bilan des malformations. Et donc, du coup, par rapport à la prise en charge, c'est pas tout à fait la même chose en fonction des sociétés. Ce qui est recommandé, ce qui est clair, c'est qu'on doit traiter les cloisons, parce que ça améliore les taux de naissance vivante et ça diminue les fausses couches. Mais on n'a pas encore assez de données finalement. Il faudrait d'autres essais randomisés chirurgicaux dans le cadre des fausses couches à répétition avec les utérus cloisonnés. Il n'y a pas de recommandation à traiter un utérus bicorne ou un utérus unicorne et pas de recommandation à réséquer les myomes intramuraux. Et il n'y a pas de preuves suffisantes pour réséquer les fibromes qui peuvent déformer et dévier la cavité, ou les fibromes et polypes intracavitaires et les synéchies, sachant que si on les traite, il faut prévenir les risques de récidive. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat, surtout quand on ne retrouve aucune autre anomalie et quand on a une pathologie utérine acquise avec un processus intracavitaire, c'est difficile de ne pas le traiter et donc le CNGOF effectivement le recommande. Donc en ce qui concerne le bilan masculin, on peut réaliser une fragmentation de l'ADN spermatique plus à visée explicative, tout en sensibilisant les hommes aux facteurs de risque qui peuvent expliquer l'augmentation de cette fragmentation de l'ADN, et c'est surtout lié aux toxiques, au tabac, à l'alcool, au cannabis, au mode de vie avec un surpoids, une obésité ou éventuellement à certaines expositions professionnelles. Donc il convient de sensibiliser l'homme qui n'a pas beaucoup de bilan par rapport à la femme dans toutes ces investigations. En tout cas, en cas de fragmentation élevée, il n'y a pas encore de recommandations pour aller sélectionner les spermatozoïdes ou pour donner des traitements antioxydants. Il n'y a pas de preuve d'amélioration des naissances vivantes et il convient d'abord de traiter les facteurs de risque plutôt que de donner des antioxydants. Donc là, il y a un essai à contrôler randomisé en cours qui va évaluer le rôle des facteurs donc masculins et les patients vont être suivis pendant 5 ans. Donc on aura les résultats dans quelques années. En ce qui concerne le bilan infectieux, donc on sait que l'endométrite chronique c'est un facteur de risque des fausses couches à répétition. Mais le fait de réaliser une biopsie de l'endomètre n'est pas recommandé encore par les sociétés. On sait que l'endométrite chronique, la prévalence est beaucoup plus forte chez les patients qui ont des fausses couches à répétition, comme en témoigne la méta-analyse de Paul Piertea. Et le fait de traiter par antibiothérapie augmente les taux de grossesse. Et en tout cas, le diagnostic ne peut pas être fait par l'hystéroscopie seule parce qu'elle n'est pas assez sensible. Et donc, on va réaliser une biopsie de l'endomètre avec analyse anatomopathologique avec l'aide d'un marquage par CD138. Et donc, en ce qui concerne les fausses couches inexpliquées, donc il y a eu quelques études sur pas mal de thérapeutiques envisageables, mais elles ne sont pas encore recommandées, telles que les immunoglobulines intraveineuses, les glucocorticoïdes, l'héparine ou l'aspirine à faible dose, les intralipides, le GCSF ou le scratching endométrial.
l'ESHRE ne retrouve pas assez de preuves pour recommander l'utilisation de progestérone pour améliorer les taux de naissance vivante chez les fausses couches à répétition et l'insuffisance LITL. Par contre, le CNGOF, lui, recommande une supplémentation jusqu'à 14 SA. Et donc, en ce qui concerne la prise en charge de ces couples, donc, il faut remettre le couple au sein de leur prise en charge et les sensibiliser à modifier, à arrêter tous les toxiques ou alimentation pour limiter le risque de survenue des fausses couches. L'environnement, on n'en sait pas encore suffisamment sur toutes les molécules qui peuvent entraîner des fausses couches à répétition, mais là il y a une étude assez récente qui montrait que les femmes avec fausses couches à répétition étaient plus exposées aux phtalates que les contrôles. Et puis ce qui est important, c'est que les patients arrêtent par exemple de fumer, de boire et perdre de poids. Ce qui est important, c'est que ça se fasse avec bienveillance et avec un coaching personnalisé pour que l'effet perdure dans le temps, en fait. Donc, du coup, il faut traiter tous les facteurs qu'on a identifiés dans le cadre des investigations et que je ne vais pas vous reciter. Et puis, il y a bien sûr la prise en charge psychologique qui est très importante chez ces couples. On a tendance à focaliser sur la femme, mais il faut aussi prendre en compte l'homme, même si dans les données, on ne retrouve pas un impact significativement chez l'homme en termes de dépression modérée ou sévère et de niveau de stress élevé qu'on peut retrouver chez les femmes qui présentent des fausses couches à répétition. Mais pour le bien-être psychologique du couple, c'est important de prendre en charge les deux membres. Et donc en termes de perspective de recherche, il y a dans l'ère du microbiote, il y aura sûrement des pistes parce qu'on a retrouvé une baisse de lactobacillus chez les femmes qui ont des fausses couches à répétition. Et puis, il y a des données sûrement intéressantes justement dans le domaine de la progestérone avec l'utilisation d'hydrogestérone chez les patientes qui présentent des fausses couches à répétition pour limiter la survenue d'une future fausse couche. En ce qui concerne la place de l'AMP, elle est encore imprécise, mais il faut savoir dépister et traiter toutes les pathologies associées aux facteurs de risque que nous avons vus. Il faut savoir prendre en compte la durée de l'infertilité secondaire et puis aussi le délai d'obtention des grossesses, sachant que parfois les couples reprennent une contraception ou font attention de peur de la énième survenue d'une fausse couche. Et puis, comme on a vu dans le topo précédemment, l'âge maternel avancé va parfois nous orienter à aider plus rapidement les couples en AMP. En tout cas, quand il n'y a aucun problème particulier et qu'on est dans des fausses couches idiopathiques, se pose la question éventuellement de les aider par des stimulations ovariennes contrôlées, mais les niveaux de preuves sont trop limités pour la recommander en dehors des patientes qui ont des syndromes des ovaires polykystiques. Et donc, la place de l'AMP pourrait être là avec le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies embryonnaires, mais comme vous le savez, en France, nous n'avons pas cette possibilité-là. En tout cas, dans les pays qui peuvent le réaliser, on retrouve un intérêt à la fois chez les patientes de moins de 35 ans et de plus de 35 ans, avec une réduction du nombre de transferts nécessaires pour retenir une grossesse et par contre, au niveau des naissances vivantes, c'est encore controversé. Il y a des études qui montrent que le DPIA permet une augmentation des naissances vivantes, mais d'autres ne le retrouvent pas. Donc il y a une demande de PHRC qui est en cours, en tout cas en France, pour essayer d'avancer sur ce domaine-là. Et donc en conclusion, à la fois les couples et les médecins ont besoin de réaliser des investigations pour comprendre l'étiologie des fausses couches à répétition, mais c'est important de ne pas multiplier les bilans et les traitements
surtout que voilà, il n'y a pas toujours de lien encore bien prouvé avec les fausses couches à répétition et l'intérêt des thérapeutiques. Donc ça nécessite encore des études randomisées. Et donc, comme je vous l'ai souligné, il faut jouer sur les règles d'hygiéno-diététique, traiter les facteurs qu'on a su identifier, savoir accompagner les couples, et puis ne pas hésiter à les coucouner et avoir un accompagnement rapproché dans le temps en cas de nouvelle grossesse. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci Nelly pour ce topo. Et donc, merci d'avoir rappelé les recommandations de l'Echereux. Donc, vous aurez remarqué la sobriété dans le bilan recommandé par rapport à multitude d'examens souvent réalisés. Et je trouve que c'est intéressant de les avoir placés ici. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Oui, Jean-Marc. Bonjour, merci pour cet excellent topo. Je voulais en préambule dire que pour tous ces sujets qui sont un peu récurrents et difficiles, c'est toujours la même chose, on cherche des preuves, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de preuves que, comme on dit en anglais, lack of evidence is not evidence of lack. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Donc c'est toujours la même chose. Je voulais faire une remarque parce que les recommandations de l'Echereux 2022 sont en cours, là vous les avez vues, je vais dire en fait vont paraître, parce que c'est que pour le point des cloisons où en 2018 il disait qu'il fallait des études complémentaires, là dans ceux qui sont à paraître ils disent qu'il ne faut pas opérer les cloisons, ce qui pose quand même problème, je vais dire par rapport à nos pratiques quotidiennes, donc ce qui va poser des problèmes à tous les cliniciens qui continuent pour la plupart à opérer les cloisons dans la maladie abortive ou dans les fausses couches à répétition. De la même façon, pour la fragmentation, en 2018, il pose quelques doutes sur la fragmentation, alors que ici aussi, c'est sujet quand même à controverse. En 2022, ils disent que la fragmentation fait partie des investigations, et même chose pour la progestérone dans certains cas, dans ceux qui sont à paraître. Donc là, c'est vrai qu'on fait des mouvements de balancier. 2018 a bien édulcoré, bien, je vais dire, éliminé plein d'examens qu'il y avait sur nos ordonnances, confirmés par 2022, avec le cariotype qui disparaît, la thrombophilie qui disparaît, bon, la thyroïde est toujours là. Et donc, on peut se poser la question sur l'ancienneté des recommandations 2014 du collège par rapport à ce sujet difficile. Voilà. Oui, là il y a pas mal de questions. Peut-être monsieur était... Après ce sera... Moi, je vous remercie pour la qualité de votre exposé. J'ai deux petites questions. Ma première question concernant le cerclage dans les malformations utérines. Tous on sait qu'il y a un défaut de verrouillage cervical. Est-ce que, pour l'indiquer, il faudrait avoir la preuve d'une béance lors d'une échographie réalisée au premier trimestre en montrant la béance, le raccourcissement et la dilatation de l'orifice interne du col? Ma deuxième question, j'ai une patiente sur le plan pratique, elle fait 8 fausses couches à répétition et le bilan avait montré un marqueur du chromosome 15. En sachant que le reste du bilan de fausses couches était négatif, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'un diagnostic préimplantatoire, là, sera indiqué, en sachant que la patiente en elle-même, elle a un problème d'OPK? Et ma troisième question, vous avez pratiquement tout dit sur l'arsenal thérapeutique. Qu'est-ce que vous en pensez des antipaludiens de synthèse? Avant, on les utilisait et on avait un bon résultat. Alors, je vais reprendre la question sur le cerclage et la béance cervicale. Les données, elles sont encore effectivement insuffisantes. Je sais qu'il y a des équipes qui travaillent sur le fait de réaliser, de colliger des données, en tout cas échographiques, morphologiques de ces patientes.
il n'y a pas encore de preuves scientifiquement prouvées pour aller faire un cerclage chez ces patientes-là. Après, pour la deuxième question, donc la patiente elle a une translocation 15, hein, c'est ça. Après, ce qu'il y a, c'est que dans ces cas-là, on est toujours, on leur fait un conseil génétique et puis ça va dépendre de si la patiente peut bénéficier d'un diagnostic préimplantatoire parce que il va y avoir, parfois il y a des patientes qui sont récusées parce qu'elles sont malheureusement trop âgées ou elles ont une réserve ovarienne insuffisante parce qu'il va falloir les stimuler assez fortement parce qu'il y a de la perte à chaque étape et que parfois malheureusement elles ne peuvent pas en bénéficier. Et donc il faut savoir les conseiller pour leur dire le lien avec la survenue de leur fausse couche et rien n'empêche de les aider en AMP classique. Mais voilà, ça va dépendre de l'avis du centre de DPI pour la prise en charge en DPI. Et la dernière question, c'était par rapport aux antipaludéens. Honnêtement, je ne sais pas vraiment. Il y a des essais en cours, en fait. Monsieur, pour ce dont vous parliez sur le plaquenil, c'était votre question. Il y a des essais en cours actuellement. Voilà, je crois qu'il faut attendre. On a peut-être appris qu'il fallait attendre le résultat des études avant de prescrire des médicaments de façon large. Oui, c'est ça la difficulté, c'est que les patientes sont demandeuses d'examen, demandeuses de thérapeutique, et elles se disent que si on ne change rien, elles vont de nouveau avoir une autre fausse couche. Juste, je rejoins ce qu'a dit Dr Mayanga. Donc, on voit que les recommandations sont très disparates, voire contradictoires. On ne sait plus. On ajoute des examens, on enlève des examens, on fait des résections, on ne fait pas de résections. Donc, ça reste un petit peu dans le flou. J'ai juste deux petites questions de façon pratique. Et là aussi, pour ne pas mettre un pavé dans la mare. Par exemple, on a une patiente qui a fait des fausses couches à répétition. On fait un petit bilan immunologique, on tombe sur un anticoagulant circulant type Lupic positif, isolé. Est-ce qu'on traite, on ne traite pas, il faut donner de l'aspigique, il faut donner des corticoïdes, on ne fait rien du tout. Deuxième situation, cette histoire d'hyperhomocystéinémie et de mutation MTHFR. Donc là, on me répond mutation hétérozygote MTHFR ou homozygote. Faut-il traiter, ajouter de l'acide folique, de la métafoline, donner de l'aspirine? On ne sait pas tant. Quelle est votre attitude pratique pour le côté immunologique et pour cette histoire de mutation MTHFR? Merci. Nous, pour le côté immunologique, on a tendance à répéter les bilans pour confirmer. Et puis, on a la chance d'avoir une hématologue, une démostase qui travaille avec nous pour nous orienter sur la thérapeutique. Et c'est vrai qu'on a assez facilement tendance à les traiter. De l'aspirine et des HBPM. Et puis après, donc la question par rapport à l'hyperhomocystéinémie, quand on a une mutation hétérozygote MTHFR, on a tendance à leur donner du tétrafolique qui soit métabolisé par la patiente. Nelly, j'ai une petite question qui est un peu en amont. Qui me dérange aussi quand même un petit peu, c'est la définition de la fausse couche à répétition, parce qu'entre 3 fausses couches successives et 2 fausses couches dans n'importe quel ordre, on voit bien qu'on augmente la fréquence, on a quasiment multiplié par 10 la fréquence. Et je voulais savoir dans quel sens tu penses qu'on va et quel est vraiment l'impact de cette définition et qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme définition. On le voit bien qu'avec l'Eschre, on réduit à 2 les fausses couches, que le caractère consécutif ou non est inclus dans la définition. Donc c'est sûr qu'effectivement, on risque d'avoir plus de patientes, surtout qu'elles sont dans la génération
où on veut tout de suite et donc elles vont vouloir effectivement un bilan plus tôt et une prise en charge plus tôt. Après, est-ce que finalement on fait bien ou pas c'est vrai que si on trouve une pathologie, pourquoi avoir attendu encore d'avoir une fausse couche? C'est parfois difficile à accepter par les couples en fait. Donc je pense que c'est pas choquant de faire le bilan des 2 fausses couches. Je ne sais pas quelles sont vos pratiques. Bien, on va conclure cette session. Et puis, donc, je vais laisser Amélie la session suivante. Donc, on a le plaisir d'accueillir les 2 Christine. Christine Decanter, gynécologue obstétricienne dans le centre d'AMP de Lille, et puis Christine Rousset-Jablonski, gynécologue médicale dans le centre d'AMP de Lyon. Je fais juste une petite correction, je ne suis pas gynécologue obstétricienne, je suis endocrinologue de la reproduction à l'origine, il y a très longtemps. Je suis médecin de la reproduction, quoi. Vas-y Christine, à toi l'honneur. Et je fais aussi une petite rectificative. Moi, je travaille dans le centre de lutte contre le cancer. Donc, je ne suis pas dans le centre d'AMP, mais du coup, c'est pour ça qu'on est très complémentaires aussi. On est complémentaires et on souhaitait faire le topo toutes les 2. Donc, on va vous parler de la question de la préservation de la fertilité dans le cadre du cancer du sein. Donc, c'est une thématique qui est devenue vraiment maintenant un enjeu dans la prise en charge des femmes qui ont un cancer du sein. Donc, on sait que le cancer du sein touche dans 5% des cas des femmes de moins de 40 ans. Donc des femmes qui potentiellement vont être concernées par un désir de grossesse plus tard. Et c'est également une tranche d'âge, ces femmes, donc avec quand même plus de patientes qui ont entre 30 et 40 ans. On sait que c'est aussi une tranche d'âge qui correspond à une tranche d'âge de déclin de leur fertilité, déclin de la réserve ovarienne et déclin de leur fécondabilité. Et donc c'est une tranche d'âge qui est sensible par rapport à ces questions de projet de grossesse futur. Alors, qui est-ce qu'il faut informer quand une patiente a un diagnostic de cancer du sein? Il est vrai que toutes les femmes n'ont pas forcément des projets de grossesse au moment du diagnostic, elles ne sont pas forcément en couple et parfois il y a pu avoir, alors plutôt dans le passé, maintenant je pense que c'est quand même quelque chose qui est en train de s'améliorer, mais il y a pu avoir une sélection entre en fait des patientes qui ont été informées en se disant celle-ci elle n'est pas mariée, elle n'est pas en couple ou alors elle a déjà des enfants, du coup on ne va pas lui en parler. Et en fait on s'est rendu compte maintenant que ça peut être une erreur puisque les patientes elles vont évoluer au cours du temps et donc là on a maintenant des données en vie réelle. Donc on a une étude qui s'appelle l'étude Féerique, qui est une étude française qui vient tout juste d'être publiée ce mois-ci là, en mai 2022, donc qui est coordonnée par Anne-Sophie Ami et donc qui a repris par le biais de questionnaires en ligne avec le réseau des Sentinelles donc 517 femmes qui ont été traitées pour un cancer du sein et puis il y avait des patientes dans le bras contrôle. Ils les ont interrogées sur comment elles étaient au moment du diagnostic, est-ce qu'elles ont eu une info sur la préservation de fertilité, et puis ensuite comment est-ce qu'elles ont été enceintes après, est-ce qu'elles ont essayé d'être enceintes, donc on verra aussi qu'on montrera tout à l'heure des données là-dessus. Et donc là, ce que ça nous montre de très intéressant par rapport à cette question d'information, c'est qu'en fait, au moment du diagnostic, donc il y a 42% des patientes qui déclarent qu'elles n'ont plus de futur projet de grossesse. Il y en a 39% qui déclarent avoir un futur projet. Il y en a 5% enceintes, et puis 13% qui étaient en train d'essayer d'être enceintes au moment du diagnostic. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au cours de leur prise en charge, il peut y avoir des évolutions. Et là, on a donc le statut marital au diagnostic et puis ensuite le statut marital au moment de l'étude, où là, elles étaient déjà dans le suivi, soit sous hormonothérapie, soit après la fin des traitements. Et donc, on voit qu'il y en a qui étaient en couple et qui finalement se séparent. Donc, celles qui se séparent, on peut penser aussi qu'elles vont peut-être avoir finalement un projet de grossesse alors qu'elles n'en avaient plus avec leur conjoint actuel. Il y a des patientes qui étaient célibataires et puis qui se mettent en couple ou qui se marient. Donc, on voit que c'est des situations qui évoluent au cours du temps. Et malheureusement, on voit que parmi donc les patientes qui ont été interrogées, il y en a seulement 45% qui avaient eu une proposition de consultation oncofertilité. Là, on ne parle même pas de qui a fait une préservation, c'était simplement qu'on leur ait proposé d'aller en consulte pour en discuter. Il y en a seulement moins de la moitié. Et puis, ce qu'on voit, c'est que forcément, autant celles qui ont une information, il y en a qui vont faire une préservation, et puis il y en a qui vont décider de ne pas le faire. Par contre, si on ne leur propose pas, il n'y en a qu'une minorité qui vont finalement par elles-mêmes réussir à aller dans le circuit oncofertilité. Donc vraiment, on a un devoir d'information.
Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les 218 qui disaient au diagnostic ne plus avoir de projet futur, il y en a quand même 22 qui ont voulu faire une préservation. Donc il y a une certaine ambivalence aussi. Il y a des femmes qui en fait savent pas très bien, où elles se disent je pense que j'ai plus de projet, mais bon, on ne sait jamais. Donc en résumé, il faut a priori vraiment informer toutes les patientes, alors dans une certaine limite d'âge, et a priori pour l'INCa, en tous les cas, c'est toutes les femmes avant l'âge de 40 ans. Alors ensuite, quand on les informe, c'est sûr que l'information en préservation de fertilité, elle est complexe, puisqu'on n'est pas dans le traitement d'une maladie, on est vraiment dans une prévention, et on est dans la prise en charge préventive d'une possible infertilité ultérieure. Donc il y a déjà un gros point d'interrogation qui est quel est le risque d'infertilité ultérieure, qu'on connaît plus ou moins bien, comme on va le voir. Et donc, c'est vraiment important de bien évaluer les arguments pour et les arguments contre. Il ne s'agit pas de faire prendre des risques inutiles ou même des risques tout court pour ces patientes. Donc, on va bien évaluer d'un côté les arguments pour faire une préservation, donc notamment si on a des traitements qui ont une certaine toxicité ovarienne, ou si elles sont à un âge où déjà on sait que ne serait-ce que le fait d'attendre va leur faire prendre un risque d'infertilité, si on leur impose un délai avant une grossesse. Dans les arguments pour, il faut aussi qu'on ait des techniques rentables disponibles. Et puis de l'autre côté, il va falloir prendre en compte les risques liés à cette préservation. Alors le coût en France, on a de la chance d'avoir la prise en charge préservation de fertilité dans le cadre de l'ALD, mais dans certains pays, les patientes payent pour ça et ça fait aussi partie de la discussion. Et puis ensuite, il faut que ce soit faisable et pour ça, il faut que le circuit ait été organisé et puis que le délai soit compatible. Alors déjà, donc, dans les arguments pour faire une préservation, il faut qu'on connaisse le risque d'infertilité ultérieure. Est-ce qu'on va avoir un traitement qui vraiment va abîmer la réserve ovarienne et va réduire le risque de grossesse? Alors, on a quelques informations indirectes déjà sur les taux de réutilisation d'ovocytes et embryons. Ça, je pense que Christine en reparlera. Dans toutes les études sur la préservation, on se rend compte finalement qu'il y a une minorité de patientes qui viennent récupérer leurs ovocytes, leurs embryons. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Elles peuvent avoir eu une contre-indication liée à leur cancer, elles peuvent avoir changé leur projet de vie, mais ça peut être aussi qu'elles sont tombées enceintes naturellement. Et donc là, à nouveau, on a la chance d'avoir l'étude française FERI qui répond partiellement à cette question. Jusqu'à présent, on n'avait pas du tout de données sur ce risque d'infertilité ultérieure. Les seules données qu'on avait, c'était des taux de grossesse. Donc on disait par exemple 15% des patientes ont eu une grossesse après, mais on ne savait pas qui avait essayé, donc ça n'avait pas vraiment ça n'avait pas vraiment de sens. Donc là dans l'étude féerique, ce qu'on sait c'est qu'après traitement, il y en a 24% qui ont essayé d'être enceintes, et donc 127 femmes, et on a parmi elles 78 femmes qui ont été enceintes au moins une fois, et 50 femmes qui ont eu au moins une naissance vivante, donc 41% des femmes qui ont essayé. Parmi ces femmes qui ont été enceintes, le délai de conception finalement est relativement court, puisque le délai moyen est de 3 mois, donc c'est finalement assez rapide. Et il y en a 68% qui conçoivent en moins de 6 mois, avec clairement un impact de l'âge. C'est ce qu'on voit ici. Chez les femmes de moins de 30 ans, la majorité des grossesses ont été conçues donc dans les 3 premiers mois. Entre 30 et 35 ans, c'est un petit peu plus étalé, de même qu'entre 35 et 40 ans, où ça peut prendre plus de temps. Et parmi les grossesses obtenues, on a 87% de grossesses naturelles, avec, donc, vous voyez qu'il y a une différence entre les chiffres de ici et ici. En fait, il y a des femmes dans cette étude qui ont été enceintes alors qu'elles n'avaient pas essayé. Il y a aussi tout ce problème des femmes qui tombent enceintes, notamment sous tamoxifène, quand elles sont en aménorrhée, parce qu'en fait, elles n'ont pas de contraception. Mais ça, c'est une autre question. Alors, je vais laisser la parole à Christine. Alors effectivement, comme le dit Christine, les données en termes de fertilité, on est vite coincé parce qu'on ne sait pas combien de femmes ont essayé. Alors à Lille, on a un observatoire de la fertilité dans le cadre du cancer. On s'intéresse bien sûr à plein de cancers, mais surtout au cancer du sein. Et c'est une autre façon d'aborder le risque futur d'infertilité, qui a aussi ses limites, que je vais expliciter après. Et donc c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle « Elle va guérir, puis voudra un enfant ». En fait, quand on étudie la chimiothérapie, la perte folliculaire et l'AMH, l'AMH, on l'a montré plusieurs fois, c'est une petite hormone qui est facile à prélever et qui est vraiment un marqueur en temps réel, à la fois de la déplétion folliculaire pendant la chimiothérapie, mais également de la récupération du fonctionnement folliculaire après l'arrêt des traitements. Il y a eu une première série extrêmement intéressante en 2017, en plus de toutes les séries de Richard Anderson en Écosse, qui a beaucoup publié justement sur l'AMH et les cancers du sein. Mais j'ai voulu recentrer sur des études plus récentes et françaises.
et qui concernait les protocoles auxquels on a l'habitude, qui sont les séquences 3 FEC suivies de Taxol. L'étude de Deuzelus, parue en 2017, donc l'équipe nantaise, qui nous montrait bien qu'on confirmait ce qui avait été montré également dans les lymphomes, c'est que l'AMH chute drastiquement dès la mise en place des cures de chimiothérapie dans le sein, et surtout il n'y a quasi pas de récupération de taux d'AMH, donc de stock folliculaire ad intégrome. Donc aucune patiente ne récupère son stock folliculaire de départ, même quand elles ont des moyennes d'âge très jeunes. Ça, il faut le savoir, et ça a été un peu une surprise parce que au départ, on s'est dit, si on passe de 6 FEC à 3 FEC suivis de Taxol, comme on aura une dose cumulée de cyclophosphamide moins importante, on va sans doute avoir un protocole moins toxique, mais c'est quand même pas vrai. En fait, on perd plus de follicules, comme s'il y avait une synergie malheureuse entre le cyclophosphamide et le Taxol ou les taxotères. Plus récemment, avec Audrey Maillet, l'équipe lilloise, nous avons publié dans l'IJC nos courbes de suivi d'AMH. Et vous le voyez, on n'a également pas de récupération ad intégrome pour les patientes. Elles ont toute une chute vraiment très significative de leur stock folliculaire, jusqu'à plus de 2 ans. Là, on a suivi vraiment très longtemps après. Il faut savoir que la récupération dans un cancer du sein, ça peut vous servir cliniquement. Tout se passe la première année, que ce soit en récupération de fonction menstruelle et en récupération, de potentiel de sécrétion par les follicules. L'enjeu, c'est vraiment les 12 premiers mois, et on le montre bien là. On voit qu'il ne se passe plus grand-chose jusqu'à plus 24 mois. Ce qui m'a soucié, c'est que sur notre série, avec une moyenne d'âge qui est très basse, c'est 30 ans, on a 36% d'AMH ultra basse, voire indétectable chez ces patientes jusqu'à plus 24 mois. Ultra basse chez nous, c'est inférieur à 5 picomoles par litre. Donc c'est quand même pas rien chez des femmes très très jeunes. On a 2 à 8% d'IOP définitive, c'est-à-dire avec 2 ans de non-reprise de cycle, et que pour ces femmes-là, c'est la double peine. Ces femmes-là, dans les études comme Féeric ou dans les autres études, elles ne vont pas être comptabilisées, puisqu'elles n'essaieront pas d'être enceintes, puisqu'elles ne récupèrent jamais de cycle, et qu'elles sont déclarées en insuffisance ovarienne définitive. Donc, vous voyez, c'est une autre façon d'appréhender les choses, qui est quand même intéressante. On sait dans la population générale qu'une AMH basse n'est pas du tout corrélée à un problème d'infertilité. Chez le cancer du sein, c'est pareil. On a beaucoup de grossesses, comme tu l'as dit, avec des délais de conception qui sont records. C'est 3-4 mois, nous aussi, dans notre équipe. Mais on a aussi des patientes, comme une loi de tout ou rien, qui, elles, se retrouvent sans plus de fonction ovarienne, ou une fonction ovarienne qui ne leur autorise pas la grossesse. Donc pour ces femmes-là, ça vaut quand même le coup de préserver. L'autre argument, en plus de la toxicité des protocoles, qui va en plus, Christine en reparlera, s'acutiser, puisque désormais on va souvent rajouter du carboplatine qui est à risque moyen, mais le carboplatine plus le cyclophosphamide plus les Taxol, j'ai bien peur que les nouveaux protocoles soient encore plus toxiques que ça ne l'était. Donc on va devoir se reposer des questions de stratégie qui ne vont pas être faciles à résoudre. Il y a l'âge. Il y a la mise en différé du projet de grossesse, c'est un argument important, peut-être encore plus que la toxicité du protocole, puisqu'il y aura une mise en différé. Chez la patiente RH-, il n'y aura peut-être pas une mise en différé très très importante, puisqu'on va attendre 2-3 ans. Et nous, on a certains oncologues qui donnent une autorisation à 1 an. Donc, ça ira à peu près si la femme avait 33 ans au moment du diagnostic. Mais les RH+, c'est la double peine. Si elle a 33 ans au moment du diagnostic, on va éventuellement lui autoriser une grossesse à 39 ans. 39 ans avec un antécédent de chimio, ça risque d'être très compliqué. Alors les techniques, la congélation ovocytaire, assurément, c'est la technique de choix à adopter dans les situations adjuvantes. On a le temps, on a une séquence qui nous le permet, on a une chirurgie qui doit être complète et on a à peu près 6-8 semaines avant de démarrer la chimiothérapie. Et dans ce laps de temps, si on est bien organisé avec le centre d'oncologie avec lequel on travaille, on a vraiment la possibilité très facile de faire 2 recueils ovocytaires. Je le dis, mais dans la vraie vie, souvent on arrive à faire un cycle de manière confortable, mais encore trop peu souvent 2 cycles. Et c'est important de faire 2 cycles pour des raisons techniques et de qualité ovocytaire
que je n'expliquerai pas aujourd'hui parce que sinon le topo serait trop long. Pour les situations néoadjuvantes, j'ai laissé un point d'interrogation. Tout dépend si on souhaite stimuler avec une tumeur en place. On a beaucoup moins de temps parce que l'idée c'est quand même de ne pas trop différer la chimiothérapie. Est-ce qu'il faut faire une stimulation quand même sur tumeur en place en l'associant au létrozole qui en France n'est pas autorisé, même avec un avis contraire de la NSM dans ces situations-là, sont des questions auxquelles on ne va pas répondre aujourd'hui. Hein. C'est soulevé. Pour quelle patiente cette stimulation ovarienne en vue de congélation ovocitaire? Indifféremment les RH- et les RH+, même s'il y a encore des oncologues qui sont frileux pour les RH+. BRCA indifférent. De toute façon, le statut BRCA, je vous mets au défi de le connaître quand vous aurez des patientes soumises pour la préservation de fertilité. On ne le connaît pas et il faut prendre des décisions quand même. Ganglion positif ou négatif. Moins de 38 ans, nous, c'est notre... après, on dit 40 ans pour l'un cas, mais honnêtement, déjà entre 36 et 38, on discute en fonction de la réserve ovarienne et de la balance risque-bénéfice. Idéalement, encore une fois, dans les situations adjuvantes. Il faut que les recoupes soient saines, donc il faut que vous disposiez du résultat ANAPAT pour être sûr qu'on est en vraie situation adjuvante et que la patiente soit non métastatique et donc qu'elle ait bénéficié d'un TEP scan. Alors, avec Audrey Maillet, toujours cette étude qu'on a sortie très, très récemment, on a essayé d'étudier est-ce qu'il y a eu une influence de la stimulation ovarienne sur la récupération ovarienne, mais aussi sur l'incidence des rechutes. A priori, il n'y en a pas dans notre série de 124 patientes. Est-ce qu'il y a une influence des caractéristiques tumorales, des marqueurs d'agressivité tumorale sur la récupération ovarienne ou l'issue de la stimulation, le nombre d'ovocytes matures éligibles à la congélation? Et en fait, on n'en a pas retrouvé. Donc, il ne faut pas focaliser sur les marqueurs d'agressivité du cancer. On aura quand même un bon recueil ovocytaire et on n'aura pas d'influence sur la récupération. Avec les Belges. Les Belges sont obligés, donc on travaille beaucoup à Lille avec l'équipe d'Isabelle de Mestereux à Erasme et Matteo Lambertini. Avec les Belges, Isabelle me disait, nous on est obligés en Belgique d'utiliser le létrozole dès qu'on stimule dans le cadre du cancer du sein. Et moi je lui ai dit, nous on n'a pas le droit d'utiliser le létrozole, même dans le cancer du sein, RH+. Et on a voulu confronter nos séries parce que toutes les deux, on avait l'impression que... Je lui disais, moi, je m'en fiche de ne pas l'utiliser, je pense que ça sert strictement à rien. Et elle me dit, moi, je pense que ça sert à rien non plus, mais je suis obligée de l'utiliser. Donc, on a comparé nos cohortes. C'est une étude rétrospective, donc ça a des limites, bien sûr. On l'a soumis il y a très peu de temps. On a montré qu'il n'y avait aucune différence dans notre série et sur la sienne sur l'incidence des rechutes, avec une médiane de suivi quand même assez confortable, 4,6 et 4,2 ans. On n'est pas encore aux 5 ans, mais on continuera bien sûr à suivre ces patientes. Et on n'a pas de différence sur le recueil d'ovocytes totaux et les méta-2. On a montré une discrète significativité sur les taux de maturation, mais il faut être honnête, on pense que c'est plus lié au caractère rétrospectif de l'étude qu'à un substratum scientifique quelconque. Alors pourquoi je pense que ça ne sert à rien? Parce que quand on fait une tentative de stimulation comme ça, on obtient des oestradiolèmies supraphysiologiques pendant 3-4 jours. Je trouve fou d'imaginer que ça puisse influencer l'histoire naturelle de la maladie. Ça me paraît un peu improbable. Et on a d'ailleurs un Human Reproduct Update qui est sorti il n'y a pas longtemps par l'équipe justement d'Isabelle et de Matteo Lambertini qui montre que quand on fait une méta-analyse, finalement, il n'y a pas d'incidence sur les taux de rechute, qu'on ait utilisé du létrozole, pas du létrozole, qu'on ait fait du néo-ADJ, de l'ADJ, du RH+, du RH-. On commence à être de plus en plus confortable dans nos propositions. La congélation de tissu ovarien, est-ce qu'on doit la proposer pour les situations néoadjuvantes? Est-ce qu'on doit y penser pour les situations adjuvantes avec les nouveaux protocoles plus le carboplatine? Ça, c'est peut-être moins sûr, mais c'est une question quand même qu'on se reposera. Alors, c'est à rebouger la diapo, je ne sais plus. Non, c'est le même. En fait, à Lille, on a choisi, on ne faisait rien pour les néoadjuvantes il y a quelques années et nos oncologues étaient frileux pour la stimulation sur tumeur en place et surtout sur les risques de mise en différé de la chimiothérapie. Dans une situation néoadjuvante, c'est pas souhaitable. Donc, on a proposé une prise en charge un peu en mi-teinte
J'avais pas envie non plus d'enlever un ovaire entier, parce que j'avais peur qu'en enlevant un ovaire entier, on nuise aux chances de récupération spontanée de la fonction ovarienne chez ces patientes qui quand même récupèrent des cycles et ont des grossesses, même avec des AMH très basses. Donc l'idée, c'était de faire de larges biopsies ovariennes, équivalentes en quantité à une hémicortectomie, sans défraction de la médula, pour éviter que l'ovaire ne saigne et qu'on soit trop agressif dans la cautérisation et qu'on nuise au bout d'ovaire qu'on aurait laissé en place. Bon, je ne m'explique pas très bien, je ne suis pas chirurgien, il faut m'excuser. Mais les chirurgiens ont dit banco, c'est faisable, t'inquiète pas, on va faire un truc pas mal, on va faire tes larges biopsies correspondant à un hémicortex. Et donc, on a décidé de faire une étude avec 2 questions. D'une part, est-ce qu'on aura assez de fragments pour se dire que plus tard, quand on regrefferait, on aurait des vraies chances de récupération de fonction ovarienne si les patientes sont infertiles. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'en faisant ces larges biopsies, est-ce qu'on va impacter les chances de récupération de la fonction menstruelle, mais également des taux d'AMH après la chimiothérapie? Nos critères étaient assez sévères, moins de 35 ans quand même pour le tissu ovarien, il faut être jeune. Une AMH en base supérieure ou égale à 8 picomoles par litre, un cancer du sein non métastatique, avec l'indication de chimiothérapie néoadjuvante, un TEP obligatoire négatif. Ça a fait l'objet d'une thèse de médecine d'une interne de chez Blandine Courbière, qui était en interchu chez nous, et que le travail se poursuit. C'est Marjorie Pellegrini, et qui continue le travail avec nous, et on en est ravis. Alors, première question, est-ce que finalement c'est suffisant pour des succès de greffe futures? La réponse est oui. On a pu congeler en moyenne 13 fragments plus ou moins 5, et avec une densité folliculaire qui vous parle sans doute pas, de 2 follicules par millimètre carré, et quand on relit toute la littérature, c'est pas fou de penser que ça pourrait être sympa de les regreffer plus tard. Il n'y a pas 0 chance, au contraire. Est-ce que l'hémicortectomie pénalise les chances de récupération ovarienne? Sur les cycles, pas du tout. La fonction cyclée, il n'y a pas de différence significative entre les 2 groupes, parce qu'on a comparé les 30 patientes qu'on avait fait à l'époque pour la thèse de Marjorie à 30 sujets témoins également en situation néoadjuvante qui n'ont pas bénéficié de cette technique de préservation, et bien sûr on les a appariés sur l'âge. Donc pas de différence dans la récupération des cycles, et des différences significatives dans les courbes d'AMH chez les patientes qui ont été préservées. Elles ont une AMH qui chute plus vite, c'est normal, qui remonte plus lentement, mais quand on est à plus 12 mois, on récupère des taux d'AMH dans les 2 groupes qui ne sont pas du tout différents. Alors évidemment, l'étude s'est poursuivie. Maintenant, on a 60 patientes qui sont comparées à 60 témoins, et surtout les 30 que vous voyez ici, qui sont arrivées à plus 24 mois de follow-up. A priori, les résultats vont être assez satisfaisants, mais je n'ai pas encore fait les statistiques, donc je ne peux pas encore être affirmative. Donc en conclusion, quelle technique choisir? Vous avez bien compris que c'est compliqué. Chez l'adjuvante, c'est clair. Congélation d'ovocytes matures, vraiment en première intention. C'est une technique qui maintenant est reconnue comme une technique de routine à proposer le plus souvent que possible par toutes les sociétés savantes. La néoadjuvante, tissu ovarien, MIV, ovocytes, là c'est très compliqué. On est pour la MIV et le tissu ovarien encore dans des techniques, si pas expérimentales comme pour la MIV, encore en cours d'évaluation pour le tissu ovarien dans ce contexte-là. Alors pour poursuivre sur cette distinction adjuvant-néoadjuvant, donc comme vous l'a dit Christine, autant en adjuvant, maintenant on est vraiment très à l'aise pour réaliser la stimulation, alors quand même sous certaines conditions, notamment que les berges soient négatives, comme on vous l'a dit. Et puis pour certaines équipes aussi, c'est limité quand même à un certain statut ganglionnaire, et notamment pas au-delà de 3 ganglions atteints. Parce que la plupart des études de safety sur la stimulation se sont limitées sur des tumeurs de stade 3, donc avec moins de 3 ganglions atteints, enfin inférieur ou égal à 3. Autant en néoadjuvant, voilà, on est encore un peu dans une discussion. Alors on n'est plus tout à fait dans une impasse, puisqu'il y a des réflexions d'ouverture de stratégie, mais on va quand même avoir des limitations, notamment en termes de temps, et puis potentiellement de risque de stimulation. Pour l'adjuvant, la seule chose qui va nous gêner finalement, ça va être cette histoire de délai. Donc, je vais passer assez rapidement pour pas qu'on dépasse trop. Alors, en néoadjuvant, sur cette question de la stimulation, finalement, en termes de risque, donc, en effet, la méta-analyse publiée en 2022 avait un sous-groupe de stimulation en néoadjuvant. Il faut néanmoins rester, je pense, quand même assez prudent sur ces données.
Les 2 papiers étaient stimulés sous létrozole, ça c'est le premier point, et c'est vrai que pour l'instant on n'a pas exactement les mêmes protocoles. Et l'autre chose, c'est que le nombre de cas de récidive finalement reste très faible. Donc en effet, on n'a pas de signal négatif, mais voilà, il faut encore rester un petit peu prudent. C'est la raison pour laquelle actuellement en France, la plupart des équipes ne stimulent pas en néoadjuvant. Certaines équipes commencent à le faire, mais c'est pour l'instant pas une stratégie répandue ni validée. Et l'autre problème, par contre, voilà, qui lui vraiment paraît incontournable, c'est vraiment ce problème de délai. Alors dans les publications, à ce jour, ils font état d'un allongement en fait, de 7 jours avant de pouvoir commencer la chimio. Mais en pratique, c'est vrai que dans ces études, on se rend compte que le début des traitements est commencé seulement après 40 jours après le diagnostic, ce qui paraît quand même très long en néoadjuvant. Donc ça reste, à mon avis, vraiment le point délicat et compliqué pour le néoadjuvant. En adjuvant, cette question du temps, comme on vous l'a dit, elle est actuellement un peu mieux maîtrisée. Alors, donc, c'est vrai que le délai idéal pour débuter une chimiothérapie après la chirurgie, il a été évalué dans de nombreuses études. Et c'est vrai qu'il y a un cut-off qui se dessine à partir de 8 semaines. C'est-à-dire qu'au-delà de 8 semaines, on a quand même une augmentation des risques de récidive. Et donc, il est admis que le délai idéal, c'est entre 6 à 8 semaines. Ce qui nous laisse en principe le temps de faire une stimulation. Mais c'est vrai qu'avant de pouvoir commencer, il faut qu'on ait eu la RCP avec donc, les berges et puis l'envahissement ganglionnaire. Et donc l'idéal, c'est vrai, c'est qu'on puisse voir ces patientes assez tôt pour qu'on ait le temps de tout organiser. C'est sûr que l'organisation, c'est vraiment un élément important dans ces questions de stimulation. Alors juste un mot très rapide sur les agonistes. En fait, c'est donc des traitements qui vont mettre au repos l'axe hypothalamo-hypophysaire. La justification physiopathologique de la protection par les agonistes reste très fumeuse, on va dire, puisque finalement les follicules primordiaux ne sont pas du tout dépendants des gonadotrophines, donc on ne voit pas très bien comment on peut les protéger. En termes d'efficacité, les données qu'on a sur les essais randomisés dans le cancer du sein concernent essentiellement la reprise de cycle ou des marqueurs de réserve, mais sur les taux de grossesse, on a seulement 7 études POMS où ils retrouvent un taux de grossesse spontanée plus important, mais on n'a pas le dénominateur, c'est-à-dire le nombre de femmes qui ont essayé. Donc ça reste de toute façon des chiffres qui ne sont pas forcément très pertinents. À l'inverse, on n'a pas vraiment d'argument contre. Le seul inconvénient, c'est les effets secondaires, c'est les bouffées de chaleur. Les risques à long terme sont minimes puisque c'est un traitement de courte durée. C'est pas très cher et c'est compatible avec les autres techniques. Donc voilà, au total, c'est clairement, j'ai pas mis la conclusion sur cette diapo, c'est que c'est pas un traitement qui remplace une technique de préservation de fertilité, que ça n'est pas une technique avérée. L'INCa a récemment tranché en disant que ça ne peut pas être proposé en tant que méthode de préservation de fertilité. L'ASCO a plutôt formulé en disant c'est pas une méthode qui doit remplacer les méthodes avérées. Ça peut être fait de façon concomitante. Voilà, c'est pas délétère de le faire en tous les cas. Je vais passer sur cette diapo. Et pour conclure. Alors, pour conclure, ce qu'a déjà dit Christine, les femmes sont insuffisamment informées et adressées par les équipes d'oncocénologie en préservation de fertilité, et ça, c'est vraiment dommage. Mais ça progresse d'année en année, donc on est tout à fait optimiste. On a des arguments vraiment en augmentation concernant la safety de la stimulation avec ou sans létrozole, donc ça c'est rassurant. On est complètement rassuré sur l'absence d'augmentation du risque de récidive du cancer du sein quand il y a une grossesse après la maladie, donc ça aussi ça nous rend confortables. On se pose beaucoup de questions quant au nouveau protocole avec ajout de carboplatine au Fectaxol. Ils vont être beaucoup plus toxiques, donc on devra peut-être ajuster nos stratégies. Mais je pense qu'avant, il faudra observer le comportement des ovaires de ces femmes. On sera peut-être surpris, ne connaissant pas toujours la synergie des anticancéreux sur la folliculogénèse et la toxicité ovarienne. On a oublié de parler, parce qu'on ne peut pas parler de tout, qu'il y a également des opportunités de préserver la fertilité après les traitements pour les patientes qui n'auraient pas pu être préservées ou qui souhaitent faire une fenêtre thérapeutique du tamoxifène. On peut autoriser une grossesse pendant une fenêtre thérapeutique ou une préservation de fertilité si la patiente n'est pas encore en couple.
Les taux de réutilisation et de succès des ovocytes, on a encore très très peu de recul. On ne peut pas faire de statistiques et de donner des statistiques, mais on a tous des bébés, donc on sait que ça peut marcher et ça nous conforte en fait dans nos techniques. Et pareil pour le tissu ovarien, il y a une question qui va se poser, c'est pour les BRCA1. Donc congeler du tissu, c'est bien. Au départ, nous, on s'est posé la question. Je me suis dit 15% d'incidence du BRCA1 dans les patientes qu'on reçoit, les patientes jeunes. On ne va pas se priver d'une technique de préservation pour 15% de patientes qui seront peut-être mutées. Donc, on se posera la question, comment on va les greffer? Qu'est-ce qu'il y aura comme risque? On regreffera peut-être à une femme de 38 ans un tissu ovarien qu'on aura congelé à 29 ans. Donc, est-ce que ce tissu ovarien, il est vraiment un risque quand on va le greffer s'il a 29 ans? Je ne pense pas, surtout qu'on lui aura laissé son autre ovaire. Donc, mais est-ce qu'on va greffer dans des fenêtres péritonéales comme c'est actuellement le cas actuellement, ou est-ce qu'on va greffer sur l'ovaire restant ou l'hémi-ovaire restant? Ça, c'est des questions qui restent en suspens, mais il va falloir qu'on y réfléchisse très vite parce qu'elles vont finir par commencer à venir pour la réutilisation de ce tissu également. Voilà, je vous remercie. Merci à tous les deux pour ce double regard sur le cancer du sein et la préservation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, je voudrais commencer par vous remercier pour votre excellente présentation. En fait, j'ai deux petites questions. Par rapport alors en France, le létrozole n'a pas l'AMM pour la stimulation ovarienne et autre chose. Pourquoi ne pas utiliser d'autres anti-oestrogènes, ou plutôt de l'antagoniste, et augmenter les doses pour essayer de baisser au mieux les taux d'oestradiol. Deuxième question, on a commencé par faire une étude pour comparer les stimulations pour le cancer du sein en néo-âge et en âge. On a presque les mêmes résultats, sauf que l'étude est encore en cours. On a un peu moins de CCO avec le néo-âge, avec la stimulation en néo-âge, mais on a le même taux d'ovocytes matures. Et alors, une dernière question, c'est par rapport au taux de grossesse. À Tunis, il y a beaucoup d'oncologues qui acceptent de faire des fenêtres thérapeutiques pour qu'on replace des embryons congelés avant préservation de la fertilité. Mais on a l'impression que nos résultats sont beaucoup mieux, beaucoup en tout cas inférieurs dans cette situation qu'après avoir vraiment complété l'hormonothérapie. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça ou pas? Les fenêtres thérapeutiques, on n'en fait pas si souvent que ça, mais on en fait effectivement soit pour préservation de la fertilité, soit pour tenter la chance pour une grossesse. J'ai pas l'impression qu'on ait des plus mauvais résultats. On a eu beaucoup de grossesses spontanées, à vrai dire, parce qu'elles sont encore proches de la fin de chimio. J'ai pas eu assez de patientes pour pouvoir comparer des chances de grossesse par rapport à un groupe témoin. Sincèrement, je suis incapable de vous dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. En fait, il y a une étude internationale qui s'appelle Positive, qui évalue justement une fenêtre thérapeutique. Alors, l'objectif principal, c'est sur le risque de récidive de cancer du sein, mais du coup, ils vont aussi évaluer justement la fertilité spontanée de ces patientes. Pour l'instant, on n'a pas les résultats puisqu'ils ont fini les inclusions en 2020. Alors, dans ma petite expérience, dans notre centre, on a inclus 10 patientes dans Positive et on a eu 9 grossesses spontanées sur les 10. Ouais. Donc, voilà. Mais bon, il faut qu'on attende les résultats de l'ensemble de la cohorte qui sera de 500 femmes. Et pour l'utilisation des antagonistes, pourquoi vous n'avez pas dans votre au début en de l'expérience... En les commençant DJS1 tous les jours. Je ne le fais pas parce que moi, je ne crois pas... L'hyperoestradiolémie, si vous voulez, elle va durer 3-4 jours sur la stime. Je ne pense pas que ça puisse influencer l'histoire naturelle du cancer du sein. Et mes oncologues ne sont pas du tout stressés par ça, donc je ne l'utilise pas. Après, quand on rince vraiment les follicules en œstradiol dès le départ avec un antagoniste tous les jours, je ne sais pas si on aurait une réponse folliculaire. Je ne sais pas si vous êtes content de votre réponse en termes de nombre de follicules. Je pense qu'il vaut mieux mettre du létrozole si vraiment pour avoir des... Vous dites du létrozole à raison de 2 comprimés par jour, sauf si en néo-âge, quand on a l'impression que l'oestradiolémie dépasse un peu les 350-400, vous rajoutez. Je rajoute du létrozole et on rajoute aussi des antagonistes pour essayer vraiment de bloquer. C'était le début de l'expérience. On était un peu frileux. Je ne sais pas s'il faut être terrorisé comme ça par l'oestradiol, en sachant qu'Isabelle de Mester avait bien montré que même quand on utilise du
letrozole, on a 30% des femmes qui ont de toute façon une œstradiolémie supraphysiologique. Alors le tamoxifène, ça avait été une idée au départ de mettre du tamoxifène. Le problème, le tamoxifène, ça induit beaucoup plus d'hyperstimulation. Et surtout, le tamoxifène, il ne faut pas oublier, c'est comme le citrate de clomifène, ça a une rémanence dans le sang et un effet anti-œstrogène qui dure 3 mois. Et les patientes, elles arrivent en chimiothérapie avec des ovaires comme ça, qui ne régressent pas, quoi, avec des follicules qui continuent à affluer. Et ça, par contre, je pense qu'il ne faut pas le faire. Je rebondis sur ça, sur votre plaque. Vous avez déclenché avec de l'ACG. Est-ce que vous ne faites pas du déclenchement des cas en systématique? Pas systématique. On fait des cas ou HCG, ça dépend. Dans le protocole qu'on avait écrit, Chakri, on a la possibilité de faire les deux et même des doubles déclenchements. Ça dépend du type de réponse de la femme. Là aussi, on est un peu frileux. On ne fait que des cas pour toutes les patientes. Une dernière question dans la salle ou bien autrement. On va dire qu'on finit tout à fait à l'heure. Madame, vous êtes... Très bien. Eh ben, merci à tout le monde. Et puis la session est close.